Bien, bonsoir et bonjour, pardon, Oui, à toutes et à tous, du moins à celles et ceux qui seront bien présents en vrai direct, dirons-nous, pour cette émission spéciale, témoignage. Euh, Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions mis nos moon boots pour aller visiter nos amies québécoises, que j'embrasse d'ailleurs, j'en profite, et que je remercie infiniment. Et là, alors, nous allons exploser le bilan carbone, carrément. Alors, nous allons de l'autre côté de la Terre et nous allons rencontrer Marc. Marc qui est à Nouméa, donc vraiment de l'autre côté de la Terre, en Nouvelle-Calédonie. Bonsoir Marc. Bonjour Marc, même je dirais. oui, salut Sylvain, bonjour tout le monde. Il est quelle heure chez toi, la Marc? Ouais, il est 5 heures, voilà, il est 5 heures du matin, et ici on se lève tôt, c'est une habitude. Bien qu'il fasse nuit encore. Ouais. Il va faire, quelle température il va faire aujourd'hui pour toi? Tu as une idée? Aujourd'hui, il va pas faire beau, là on a du vent, de la pluie, et j'aurais bien aimé sortir du bateau. Donc je suis à bord de mon bateau, j'aurais bien aimé sortir pour vous montrer un petit peu le décorum, mais ça va pas être le cas, parce qu'on a du vent et de la pluie, bah voilà, ça arrive de temps en temps, même sous les plus beaux pays du monde. Eh ben, ce sera pour une prochaine fois, c'est pas très grave. Euh, Super, bah merci en tout cas de nous recevoir dans ton bateau. J'espère qu'on va être très nombreux, mais on va pas essayer, sans le faire chavirer. Euh, Juste pour donner une idée sur l'ensemble des lives que nous avons fait depuis le début, maintenant nous avons dépassé les 2500 vues, dont plus de 1000 vues sur le live spécial sur le CBD. C'est vrai que le CBD, c'est quelque chose qui intrigue et les gens cherchent à savoir plein de choses, donc c'est extrêmement intéressant et on voit que les choses que l'on met en place intéressent les gens. Donc ça, c'est le principal en ce qui me concerne. Bien, en ce qui nous concerne, Marc, eh ben, on va démarrer notre interview comme d'habitude, dans les mêmes genres de questions, bien entendu. Qu'est-ce qui a fait chez toi que tu as dû avoir des problèmes effectivement au niveau de la vue? Qu'est-ce qui a fait que tu as consulté un ophtalmo? Qu'est-ce qui a fait que, au départ, les symptômes que tu vas voir, qu'est-ce que ça a donné chez toi? Alors, c'est précis, hein, je m'en souviens très très bien. Je travaillais dans une société, gérant d'une société qui fait de la rénovation dans le bâtiment. En 2018, on a eu un très gros chantier. C'est le plus gros chantier qu'on ait jamais traité dans cette petite structure dont je m'occupais. C'était une rénovation d'une très belle maison. On a en fait cassé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. On a gardé les 4 murs et puis le toit et on a refait tout. Ça a duré. C'était censé durer 6 mois, ça a duré 7 mois. C'est courant d'avoir un petit frein. Mais c'était un chantier qui a été particulièrement tendu et stressant. Et le jour même de l'acceptation du chantier par le client, mon associé a eu des sortes de vertiges et tombé et ne comprenait pas pourquoi. Et moi, le soir, je rentre, bien fatigué, un peu, enfin, même très, enfin, c'était la fin d'un stress, mais il y avait eu des mois et des semaines de stress. Comme souvent, je me couche et je prends un bouquin et je commence à lire. Et là, je me dis, c'est bizarre, je vois drôlement. Enfin, il y avait quelque chose d'anormal. Alors, le réflexe, c'est de fermer un œil puis l'autre. Et je m'aperçois que mon œil gauche, je vois vraiment, vraiment, vraiment mal au centre de la vision. Hein. La périphérie m'inquiète pas du tout, mais le centre de la vision est particulièrement flou. Alors, je mets ça sur le coup de la fatigue et du moment, mais sauf que ça dure quelques jours quand même. Donc voilà, on est en novembre 2018. Il y a un truc qui colle pas du tout et ça perdure. Enfin, je pensais à ce que le lendemain ça aille mieux, mais on va dire 2, 3 semaines après, c'est toujours pareil. Et et de ce fait, je prends rendez-vous chez un ophtalmo. Je pensais à une cataracte. J'avais une sorte de voile blanc. Enfin, blanc. Il n'était pas blanc, blanc. Maintenant, je sais ce que c'est qu'un voile blanc, mais et voilà, c'est ça qui a déclenché mon inquiétude. Alors ici à Nouméa, on a assez peu d'ophtalmo. Hein. Alors, je sais qu'en France, il y a des déserts médicaux, mais ici c'est un peu la même chose. Et donc l'obtention d'un rendez-vous chez un ophtalmo, c'est 3 mois. Donc je me retrouve au mois de janvier chez un ophtalmo qui me fait un test de vision et qui s'aperçoit qu'effectivement mon œil gauche ne fonctionne pas normalement. Euh, et tout de suite, il me fait un OCT. Et le résultat, il me dit, vous avez un œdème maculaire. Alors, je comprends, œdème, je comprends. Maculaire, je sais ce que c'est que la macula. Hein, j'ai fait un peu de sciences nat, donc je sais à peu près ce que c'est. Il me dit, bon, bah, ça va passer. Et il me prescrit des gouttes de... Alors, je ne sais plus le nom du produit, mais c'était des gouttes à base de cortisone
Donc, gentiment, je suis mon traitement. Et puis, on se revoit un mois après et rien n'a changé. Encore un mois après, rien n'a changé. Et le troisième mois, à la troisième consultation, donc là, on est en mars ou avril 2019, il me confie à son associé, qui est un spécialiste de la rétine. Et re-OCT, l'œdème, il est là, il est magnifique. Hein, c'est un joli gonflement sur la macula. En coupe, on dirait un petit volcan. C'est tout propre, tout lisse, tout net, mais c'est pas à sa place. Et l'associé me fait faire donc l'autre ophtalmo me fait faire une prise de sang. Alors, il y a une liste d'examens qui est du sang qui est assez longue. Et parmi tout ça, il y a le fameux HLA A29. C'est incroyable, mais ma prise de sang se perd. Oui. Donc les échantillons partent de Nouméa vers Paris. Hein. On a 3 vols par semaine vers Paris. Et le labo à Paris a égaré l'échantillon. C'est rarissime, mais c'est ce qui s'est produit. Ce qui fait qu'on refait une prise de sang, c'est reparti. Je m'énerve un petit peu après le labo localement qui n'est pas pour grand-chose. Et ça revient HLA 29 positif. Là, donc le spécialiste de la rétine, l'ophtalmo qui me suit, tout de suite me fait une angiographie. Et je suis un birdshot un peu particulier parce que j'ai pas les taches. Donc il ne valide pas mon birdshot. Enfin, il en parle même pas. Je connais pas le mot. Je sais pas ce qu'on cherche. Et donc il part sur une uvéite autre. On ne sait pas quoi. Et j'ai droit à une première injection sous-ténonienne. Bon, alors comme toute personne qui a jamais eu de problème aux yeux, ça fait un peu peur. Hein. On me dit qu'on va m'injecter de la cortisone derrière l'œil en faisant le tour par le bas. Donc je me retrouve à la clinique avec un champ un écarteur de paupières, un champ sur le visage, et puis une sorte de seringue courbe qui approche. C'est étonnant. Et je suis surpris par le côté indolore de la chose. Alors, la paupière est sensible, mais pas du tout l'œil. On n'aime pas toucher ses yeux en général, et là, c'est incroyable, je sens rien du tout. Donc l'injection est faite, et elle a un effet pendant à peu près, je crois, de mémoire, je crois que c'est 5 mois. Pendant 5 mois, les choses redeviennent à peu près normales. Enfin, en tout cas, ma vue s'améliore, sans redevenir totalement ce qu'elle était avant. Et voilà. Et puis, la même chose se déclare à droite. Alors, prise plus tôt, parce qu'elle n'a pas eu le temps, ça n'a pas eu le temps de se développer beaucoup. Donc, bim, injection sous-ténonienne à droite, quelques temps après. Et puis à gauche, l'effet de la cortisone s'estompe, donc le gonflement de la rétine de la macula revient, et hop. Et comme ça, j'en ai eu 4 à gauche et 2 à droite. Et comme mon angiographie ne révèle rien qui dit birdshot, le pauvre ophtalmo, il me dit qu'il ne sait pas ce que j'ai. J'ai une uvéite, mais il ne sait pas pourquoi. On cherche dans ce qui va autour, c'est-à-dire tout ce qui est comportemental, nourriture, etc. J'ai rien de particulier à ce niveau-là. Et il se trouve bien démuni, mais là on est que je ne me trompe pas, on est début 2021. Donc ça a duré quand même un certain temps avant qu'il se passe quoi que ce soit d'autre que des injections sous-ténoniennes. Et finalement, il me met dans les mains d'une médecin interniste qui est à l'hôpital et qui, elle, en connaît encore moins, comprend pas du tout. En gros, l'ophtalmo dit il faut que je prenne de la cortisone par voie orale, mais quelle dose, combien de temps, pourquoi, on ne sait pas trop. Et c'est elle qui décide de m'évassaner, donc évacuation sanitaire, hein, depuis quand les médecins en Nouvelle-Calédonie sont pas capables de faire un diagnostic ou de soigner. Ici, on a une sécurité sociale qui s'appelle la CAFAT et on soumet le problème à la CAFAT qui autorise ou pas une évacuation sanitaire vers la France. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au 15-20. 15-20, tout le monde connaît le 15-20. C'est l'hôpital qui est spécialisé dans les yeux. Je n'ai pas de diagnostic. On ne sait pas pourquoi j'ai ces œdèmes maculaires. Et j'arrive à Paris.
très 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 content de trouver d'autres personnes parce qu'ici le choix il y en a pas. Et j'attends mon tour au 15-20. Alors l'ophtalmo ici m'a dit que ça allait être l'usine. Enfin, et effectivement, on est chacun dans un box et puis les médecins passent de box en box, c'est assez étonnant. Donc il y a une orthoptiste qui s'occupe de moi avant que le médecin l'ophtalmo n'arrive au 15-20 et qui confirme avec un OCT qui confirme les œdèmes, etc. Et l'ophtalmo arrive enfin, regarde un peu mes yeux avec la lampe à fente, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, hein, et moi, je lui tends mon dossier. Je commence à avoir un dossier assez complet avec une suite de feuillets qui sont des OCT. Et on voit clairement que les œdèmes sont quasi permanents. Hein. Au gré de la cortisone, ça dégonfle et puis ça regonfle derrière dès que l'effet s'estompe. Et donc, il feuillette mon dossier. Et dedans, il y a l'analyse de sang initiale qui date de début 2019. Et il voit HLA 29 positif. Et il referme le truc. Il me dit, vous avez un birdshot. Et il passe quasiment, enfin, il se prépare pour partir voir le patient suivant. Et je lui dis, et alors? Enfin, c'est quoi? Déjà, je comprends pas le mot birdshot, je ne sais pas, je comprends pas. Au début, j'identifie, je parle bien en anglais, j'identifie pas du tout le truc. Donc, je l'arrête un petit peu, je lui dis, je viens de faire 27 heures d'avion, je suis pris en charge actuellement par la CAFAT, donc la Sécurité sociale, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous trouvez ça comme ça? Et moi, ça fait 2 ans que je suis suivi par un ophtalmo qui dit pas du tout la même chose. Donc je lui dis, est-ce que c'est... Il me dit, vous pouvez rentrer en Calédonie. Je lui dis, attendez, 5 minutes ici, c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que là-bas, on saura pas me soigner. Dites-moi plus. Alors finalement, on était au mois d'août 2021. Le mois d'aout, c'est bien connu. Les gens sont en vacances. Et il m'a prescrit toute une série d'analyses complémentaires, dont le champ visuel, dont une nouvelle angio. Et donc, je suis resté quand même quelques temps en France pour tout ça. Et l'angio, pareil, ne réveille pas. J'ai pas les taches, j'ai pas le symptôme principal du birdshot. Donc, c'est étonnant, mais tout le reste est conforme, mais pas ça. Et et donc, je rentre à Nouméa avec toutes ces analyses. Je retourne tout de suite, j'envoie le compte-rendu à mon ophtalmo local. Je prends rendez-vous avec lui. Là-dessus, il a été formidable parce que chaque fois que j'ai eu besoin d'un rendez-vous rapide, il trouvait de la place, alors qu'il y a des mois et des mois d'attente. Mais il est conscient que je suis un patient un peu particulier, dont on ne connaît pas bien le problème. Et alors, il est un peu vexé parce qu'il avait fait l'angio et il y avait pensé au birdshot, mais bien qu'il n'en ait jamais vu auparavant. Et le fait que l'ophtalmo à Paris trouve ça en 5 minutes, ça le vexe un petit peu. Et il me refait une angio. L'angio faite à Paris, pareil, j'ai pas les tâches, donc c'est compliqué. Mais bon, on me propose rien d'autre, donc on achète birdshot. Et c'est parti pour un traitement à la cortisone. Voilà. Donc, ok, tu réponds à beaucoup de mes questions que je pose habituellement. Oui, c'est parfait, c'est très bien. On en avait parlé ensemble à la préparation de cette émission, et c'est vrai que tu es le représentant birdshot des statistiques de la Nouvelle-Calédonie, voilà, puisque je rappelle que la prévalence de la maladie est de 0,35, ça veut dire 0,35 cas sur 100 000, donc un cas environ sur 300 000. Il y a à peu près 300 000 personnes en Nouvelle-Calédonie, donc nous avons le malade du birdshot de la Nouvelle-Calédonie avec nous, malheureusement. Alors, j'ai cherché à savoir, je t'ai raconté ça, mais les autres ne savent pas, donc je vais le répéter. J'ai cherché à savoir s'il y avait d'autres cas sur la Nouvelle-Calédonie. Donc, on est 270 000 habitants, et donc statistiquement, je devrais être le seul. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était de savoir s'il y avait des... Parce que, alors, donc, à l'énoncé birdshot, je tape ça sur Google, et merci Google, je tombe sur Horus birdshot, et j'apprends tout, parce que l'ophtalmo à Paris me dit rien. Mon ophtalmo local, il n'est pas très causant. Il n'aime pas beaucoup qu'on lui pose des questions, et surtout sur des domaines a priori, il ne connaît pas bien, parce que qui a vu un birdshot? Enfin, quelles sont la statistique des ophtalmos qui connaissent le birdshot? C'est pareil, hein, s'il y a un cas pour 300 000 habitants, ils sont pas légion. Donc, grâce à toi et grâce à tout ton travail, je découvre, je comprends ce que c'est que le birdshot. Voilà, Dieu merci, parce que sinon c'est infernal, quoi. Voilà. Ouais, c'est toute la difficulté.
Voilà. Et donc, ici, il y a une association au Valentin à Huy, une association pour les aveugles et malvoyants. Et Ouais. donc, et ils sont juste à côté de mon bureau, en plus. C'est ça qui est incroyable. Et donc, je me précipite chez eux et je demande si quelqu'un connaît le birdshot. Bon, évidemment, voilà, personne ne connaît. Et je demande s'il y a des cas. Et en particulier, 40% de la population en Nouvelle-Calédonie est une population mélanésienne originelle. Hein, nos amis québécois disent des autochtones, hein, mais voilà. Donc j'essaie de savoir s'il y a des cas chez les Mélanésiens. Et en fait, apparemment non. L'association AUI, ils m'ont pas pris complètement au sérieux, forcément, parce qu'avec de la cortisone, on voit bien, donc on n'est pas, dès lors qu'on n'a pas une canne blanche, on ne les intéresse pas beaucoup. Alors j'essaye. Bon, j'ai pas pu en savoir beaucoup plus, mais apparemment, je suis donc le seul cas en Tu serais donc bien le Nouvelle-Calédonie. seul. Voilà. Ok, bah écoute, ça se fait. Tu as quel âge, toi, Marc? Alors, je viens d'avoir 59 ans, et donc ça s'est déclaré en 2018, novembre 2018, j'avais 55 ans. Voilà. D'accord. Parce que justement, la question, c'est que est-ce que ça a été facile de mettre un nom sur la maladie, mais avec tout ce que tu as expliqué, ben, on a la réponse. Ça a été compliqué de mettre vraiment un nom Oui, de manière ferme et définitive sur la maladie. oui. D'autant que j'ai pas les tâches, hein, c'est ça le truc. Alors, un an après, je suis retourné à Paris. Grâce à toi, j'ai eu le contact du professeur Brézin, donc je me suis précipité là-bas. J'ai pris un rendez-vous 6 mois à l'avance, et parce que ici, il faut en plus prendre un billet d'avion et c'est pas, on choisit pas toujours la bonne date. Donc, le professeur Brézin m'a dit que donc je suis birdshot à 90% de chance, quoi. Il y a peut-être une petite porte ouverte que ça soit pas ça, parce que j'ai pas ces fameuses tâches. Tout le reste est conforme au birdshot. Bon, c'est voilà le symptôme principal, c'est cette œdème maculaire, hein, qui revient dès que je suis plus sous cortisone. Voilà. Alors, tu dois être sensible à la lumière, bien entendu. Alors, je suis sensible à la lumière et en même temps, alors ça c'est le marin qui parle là, Ben oui. j'ai le problème, il est maculaire et qui fait que en dehors de la vision centrale, je trouve que j'ai une bonne vue nocturne. Euh, je suis euh, je suis navigateur aérien par ma formation dans la Marine nationale et j'ai appris à l'époque où j'ai été formé, le GPS n'existait pas et les avions naviguaient encore au sextant. Alors, ça va Ah étonner oui. plein de gens, tous les jeunes là doivent se dire mais qu'est-ce que c'est que ce dinosaure, mais, mais voilà, donc je connais le ciel et quand j'ai quitté la Marine nationale et que j'ai commencé à naviguer sur des bateaux, et surtout dans l'hémisphère sud, parce que le ciel de l'hémisphère sud est fantastique et dès que il y a une pollution, lumineuse énorme autour des villes, enfin dans le monde civilisé, mais quand on se retrouve entre deux îles en Polynésie française, il y a zéro pollution lumineuse et donc on a un ciel qui est extraordinaire et je me régale. Et il se trouve que la nuit, en regardant le ciel étoilé, eh ben, je vois bien de manière périphérique. Et dès que je tourne les yeux, la tête, pour focaliser sur un astre qui brille peu, ben, je ne le vois plus. Donc Oui, je reconnais le ciel en périphérie de ma vue, mais pas du tout en centre. Voilà. Alors c'est d'accord. la répartition des cônes et des bâtonnets. Hein, je Oui, 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 oui. rien à Oui, oui. personne. Mais la vision nocturne en périphérie, elle est pas mal finalement. Et je porte assez peu mes lunettes la nuit parce que pour voir un point lumineux en périphérie, ça marche. Voilà. Par Et contre, c'est vrai qu'il y a toi, vas-y. alors c'est vrai qu'il y a des birdshots, effectivement, qui ont une perte de vision périphérique, ce qui est mon cas, par exemple, et d'autres dont c'est plutôt la vision centrale qui est troublée. Donc, il y a pas de règle là-dessus. Voilà, ouais, ouais, complètement central. Mais par contre, en conduite sur la route la nuit, croiser des gens en feu de croisement, j'ai l'impression qu'ils sont au plein phare. Hein. Ouais, Là, je rejoins tout le groupe. Hein. Il y a pas de c'est doute. clair. Ok. Alors, quelle a été ta réaction une fois que tu as appris que tu avais cette maladie ou une fois on a donné un nom, entre guillemets, à cette maladie? Quelle a été ta Alors, réaction? La réaction de tes proches aussi. Hein. oui, oui, oui. Non, alors la réaction, elle a été en deux temps. C'est-à-dire que à l'hôpital du 15-20, quand il me donne le nom, je suis très embêté parce que je connais pas, je sais pas, il explique rien et alors c'est un peu une forme de soulagement de mettre un nom, mais pas encore. Et le soulagement, il est venu quand j'ai vu ton site. Quand j'ai vu ton site, je me suis dit, j'ai compris plein de choses. J'ai vu la petite vidéo que tu fais de ta vision.
Et donc, je me suis basé par rapport à ça. Bien que je rechute, je suis pas sorti d'affaires, mais je suis pas comme toi. J'ai la chance, si tu veux, de voir un petit peu mieux. J'ai plein de corps flottants. J'ai les mouches. Alors, les mouches me paraissaient être un truc naturel. Je pensais que elles sont arrivées, je ne peux pas mettre une date, mais les mouches sont arrivées avant l'œdème maculaire. Et je pensais que c'était quelque chose de. Voilà. Et en soi, les mouches, c'est pas très gênant. Mais et je me suis dit, c'est un vieillissement, c'est quelque chose comme ça. Et plus tard, j'ai eu les flashs. Alors, les flashs sont étonnants. Les flashs, je les vois. Alors, ils sont pas très forts, donc je les vois surtout quand il fait nuit. Euh, et puis, ils sont assez, dans mes yeux, ils sont assez périphériques. Ça, c'est étonnant. Je ne les vois jamais au centre. Je les vois plutôt sur les côtés. Voilà. Voilà. D'accord, ok. Donc, voilà, on partage ça. Les corps flottants. Alors, les corps flottants, c'est tout le temps. Et donc ta réaction en finalité, ça a été quoi en fait, à titre personnel? Alors, ma réaction à l'énoncé Birdshot, une fois que j'ai vu ton site, c'était un peu une forme de soulagement. Quoi. Enfin, ça faisait 3 ans que je ne savais pas ce que j'avais. Donc, ça a été un soulagement de me dire, ah, c'est ça. Après, le soulagement, il est de courte durée. Oui, c'est ça. Après, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi. Hein, c'est Qu'est-ce ça. qu'on Qu'est-ce fait qu'on avec fait ça? avec ça? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et autour de toi, quelle était la réaction? Ton associé, Alors, etc., ta famille ouais. Alors ma famille, tout le monde est désolé, tout va bien. Je suis marié mais séparé et on est toujours marié. Ma femme, je vais l'appeler comme ça, m'a quand même beaucoup soutenu. Mes enfants, voilà, ils me demandent des nouvelles régulièrement. Enfin, là-dessus, j'ai pas de problème. La réaction négative, ça a plus été dans mon boulot. Donc concrètement, si tu veux, dans la journée, je mettais des équipes en place, mais je mettais la main à la pâte également en toute matière, en second œuvre dans le bâtiment. Donc, je me retrouvais à faire les petites choses qui valent pas le coup de mettre quelqu'un dessus. Donc, ça pouvait être de l'électricité ou de la plomberie. Et donc, une gêne certaine. Alors, j'ai eu qu'une fois les 2 yeux qui étaient vraiment impactés. Les deux sont malades en même temps, mais à coup d'injection sous-ténonienne, euh, j'ai eu un décalage, c'est-à-dire qu'il y en a un qui voyait bien et l'autre pas. Et alors le gauche est beaucoup plus atteint que le droit, mais et donc de ce fait j'avais une vision qui était plate, c'est-à-dire que j'avais pas de profondeur de champ. C'est-à-dire D'accord. qu'aller mettre un tournevis sur une vis, Mmh. au début, maintenant je m'y suis fait, je connais le truc, mon cerveau s'est adapté, mais au début, la pointe du tournevis tapait derrière. Ouais, Voilà. ouais. Donc C'est vrai voilà. qu'on Et on puis, perd la oui, 3D, en fait. Hein? on perd la 3D. On perd la 3D quand on a un œil qui va pas bien et l'autre qui fonctionne. Et puis, à un moment, alors j'utilisais l'ordinateur. Donc le soir, une fois la journée de boulot terminée pour la plupart de mes gars, moi j'étais au bureau et je tapais des devis ou des factures. Et là, il y a eu des périodes où alors j'ai essayé les fonctions loupe de l'ordinateur, mais c'est pas pratique. J'ai pas accroché du tout là-dessus. Donc j'avais effectivement une loupe et je m'en sépare pas. Elle est là à côté de moi là, et c'est elle qui m'aide à voir les petites choses. Et donc mon associé dans le boulot voyait que je mettais plus de temps pour le travail administratif, on va dire. Et il était un petit peu agacé avec ça, sans me le dire franchement, mais bon, après, moi, le contrat était rempli, je faisais mon boulot. Mais ça s'est quand même terminé par une révocation. Alors, il n'y a pas eu que ça, mais entre autres, une révocation qui a été assez brutale. Donc, j'ai perdu mon boulot au mois de juillet dernier. Alors, quand on est gérant, on n'est pas comme un employé. Donc, j'étais en arrêt maladie et j'ai reçu un magnifique mail qui m'a révoqué de ma fonction. Je ne m'attendais pas à ce point-là. Voilà. Donc, voilà la réaction de mon entourage. Ouais, une anecdote. Un soir, je rentre avec, là, pour le coup, alors je ne sais plus où le situer exactement dans le cursus cortisone, parce que la cortisone m'a fait quand même beaucoup de bien. Mais un soir, je rentre en disant, là, je vois vraiment très mal. Je prends un rendez-vous urgent avec l'ophtalmo et j'étais à ce moment-là à 1/10 à gauche et 3 à droite. Ça, c'est pas beaucoup. Non. Et je conduisais le véhicule de la société.
Et on a regardé, parce que ni lui ni moi on savait exactement, mais on n'a pas le droit de conduire un véhicule automobile quand on a pas enfin, au moins pas, enfin, en dessous de 5 dixièmes à un des deux yeux, quoi. Enfin, il faut avoir au moins 5 dixièmes à un des deux yeux pour pouvoir conduire un véhicule. Je me rendais bien compte que sur la route, il fallait faire gaffe, quoi, hein, je ne suis pas un inconscient. Et donc, quand on lit le truc, j'étais pas dans les clous pour conduire, et il me dit, bah, tu laisses le camion. Je m'attendais à ce qu'il me propose de me ramener chez moi. Il m'a laissé rentrer en moto. Ah ouais, Voilà. Bon, effectivement. c'est très anecdotique. Là, un coup de cortisone, et 2, 3, 4 jours après, c'était bon, quoi. Hein, la vue revenait. Donc, j'ai pris énormément de cortisone. En fait, sur 3 ans, j'ai eu, euh, j'ai eu des rechutes. Alors, j'ai démarré un traitement de cortisone à 70 mg Justement, par jour. j'allais dire, pour revenir un petit peu sur l'ensemble de l'historique de tes traitements, ça a donné quoi alors? Donc voilà, alors je vais me prendre les pieds dans le tapis sur les dates, mais en gros, quand je suis rentré du 15-20 et que j'avais vu là-bas un médecin interniste, j'ai eu un traitement. Alors, j'avais déjà été sous cortisone, mais elle a confirmé le traitement sous cortisone. Donc, je pèse 80 kilos. On m'a mis 70 mg par jour pendant un mois. C'était ça le protocole. Et on baisse de 10 mg tous les mois. Alors, la première fois, passé 40, j'ai rechuté. Et donc, donc, je suis remonté à 70 à ce moment-là. Et puis, je suis redescendu jusqu'à 5 mg par jour. Donc là, c'était pas mal. Et arrivé à 5, rechute. Donc, hop, on est remonté à 70. Et puis, donc, de baisser de 10 mg en 10 mg tous les mois. Puis, arrivé à la fin du mois où je prenais 10, on m'a passé à 5, encore pendant un mois. Et là, bim, rechute. Donc, j'ai eu 3 fois le traitement maximum. Alors, la cortisone, c'est un truc extraordinaire. Moi, j'ai une petite blague auprès de mes copains, hein, c'est de leur dire, je comprends vraiment pas pourquoi les gens prennent de la cocaïne alors que la cortisone est remboursée par la sécurité sociale. En gros, je dormais 3 heures par nuit et j'étais pas fatigué. C'est un Ouais, truc de dingue. C'est ouais. incroyable. Il y a un côté euphorisant ça m'a donné une pêche, ça m'a permis de travailler, hein, clairement. Hein. Alors, comme tout le monde, j'ai pris 15 kilos, j'ai gonflé comme une baudruche. Mais l'effet sur les yeux était très bon. Hein. Je retrouvais une vue. Bon, mon œil gauche est abîmé, je ne retrouverai jamais ce que j'avais au départ. Mais l'œil droit, je remontais à 10 dixièmes. Hein. C'était génial. Et puis, à l'OCT, la rétine, elle était toute dégonflée, un peu fripée, et toute dégonflée. Il Ça restait marche des bien, hein? petites. Ouais, ça marche bien. Il restait des petites logettes. Mais voilà, on ne peut pas vivre sous cortisone. Alors là où j'en suis actuellement, Ouais. j'ai un Osiurdex dans l'œil droit. Et puis à gauche, j'avais plus rien. Il restait donc la rétine est toute fripée. À gauche, j'ai une vue qui est très très déformée. C'est c'est assez étonnant. Et là, j'ai trouvé aucun ophtalmo qui a répondu à ça. Donc je vois les choses aplaties et déformées vers la droite avec l'œil gauche. D'accord. Et si l'œil droit va pas bien en même temps que l'œil gauche, du coup, j'ai 2 images. Et là, le cerveau, de temps en temps, il perd pied. Hein, parce que le cerveau Ouais. prend l'image de l'œil droit en permanence parce qu'il va mieux. Mais quand les deux vont pas bien, j'ai superposition d'images en lecture, c'est pas bon du tout. Quoi. De temps en temps, je Ouais. suis obligé de faire bien œil. Voilà. Voilà. Mais c'est difficile par moment de se concentrer à un endroit bien Oui, précis. oui, Ça bouge dans tous les effectivement. sens. C'est très Ouais. compliqué, en fait. Hein. C'est très Plus compliqué. c'est Par contre, plus c'est flottant, plus on peut passer là-devant. Enfin, ouais, c'est étonnant ce truc. mais moi, je suis toujours étonné, tu sais, vous avez tous vu la vidéo sur ma façon de voir les choses avec mon problème de vision périphérique, et je suis Oui, toujours étonné de voir que le cerveau arrive à faire quand même une la, synthèse. la synthèse entre les deux, qui permet Oui, de voir quand même, oui. d'apercevoir des choses, alors qu'a priori, on ne voit rien. Quoi. Ça, c'est vachement Non, étonnant. Bon, c'est quand même c'est rassurant, c'est que si j'ai un cerveau, j'ai été le premier ouais, étonné, mais bon, du coup, c'est toujours étonnant de voir cet ordinateur incroyable qu'on a dans la tête incroyable. et qui fait c'est complètement dingue comme truc. Hein, ça, c'est Ouais, vrai. ouais. Est-ce que tu as vécu des effets indésirables durant tes traitements qui sont essentiellement liés à la cortisone, en fait, de toute façon? Hein. Alors oui, donc je t'ai dit, j'ai pris 15 kilos, je les ai reperdus, hein, là je suis tout bien là. Hein. Alors j'étais devenu très très joufflu et pas que et voilà. Non, les effets indésirables que j'ai, c'est donc suite à la visite au 15-20, on m'a mis sous Humira, donc tu
connais bien le produit puisque tu l'as testé. Et je suis toujours sous Humira. Et là, j'ai des effets secondaires. J'ai fait partiellement ce que tu dis. C'est pas une volonté de ma part, mais je me suis pas tapé toute la notice et lire tout le papier. Et je l'ai pas fait lire à quelqu'un. C'est là où j'ai pas suivi, mais parce que j'avais pas envie de m'abrutir. Je sais qu'il y a des effets secondaires. Alors maintenant, je peux en parler parce que je sais très bien. Hein, j'ai des effets secondaires qui sont alors, j'ai un effet primaire, enfin, comment dire, le Humira diminue l'immunité. J'ai traversé toute la crise Covid. Hein. On a été préservé du Covid en 2021, mais il nous est tombé dessus. Attends, que je me trompe pas, en 2022, oui, c'est ça. Et Ouais, c'est donc, ça. on a eu une épidémie comme on est resté un pays fermé pendant un an, mais au bout d'un an, quelqu'un a ramené le virus ici. Et donc, j'ai traversé tout ça a priori, sans attraper le Covid. Mais par contre, avec le traitement Humira, j'ai très régulièrement, là, je me suis injecté la dose hier. Je sais que dans 2-3 jours, je vais avoir un petit rhume, une petite gastro, un petit truc comme ça. C'est-à-dire j'attrape plus facilement les petits microbes qui traînent, les trucs comme ça. Je m'en sors bien, hein, j'ai une immunité qui est assez forte a priori, trop. Et donc, mais je suis tous les 15 jours, j'ai un petit truc, un petit mal de tête, D'accord. un virus D'accord. qui passe. Donc ça, c'est un effet. Et l'autre effet que je constate, c'est que j'ai un peu mal partout par moment et des raideurs. Enfin, je suis pas je suis pas un grand coureur, mais j'avais l'habitude de courir un petit peu tous les jours et j'y arrive plus. Alors j'ai remplacé ça parce que j'ai des douleurs aux articulations. Alors je suis pas positif au HLA B27, je sais plus le Oui, numéro, la le fameux spondy. truc. Ouais, là je suis bon, il y a pas, c'est pas ça. Mais je sens des raideurs et je pense que c'est le Mira qui me colle ça. Alors j'ai remplacé la course par de la natation et là ça va. Voilà. Et Oui, puis la natation, c'est excellent. Mais il y a un paradoxe, et d'ailleurs, c'est dans tous les médecins, dans tous les traitements sur les problèmes rhumatismaux, c'est que potentiellement, ils donnent des rhumatismes. C'est ça qui est, quand tu regardes oui. les traitements Lumira, peut générer des problèmes de vision, par exemple. Voilà, en ce qui nous concerne. Ah oui, 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 Donc oui. c'est complètement con, mais ça fonctionne. Donc enfin, globalement, ça fonctionne. Après, il n'y a pas de vérité sur la réaction aux médicaments. Comme je le dis toujours, on est ni égaux devant la maladie, ni égaux devant le traitement, de toute façon. Donc Ouais, ouais. l'essentiel étant de garder notre vision le plus longtemps possible. Ok. Est-ce que tu prends également des traitements en parallèle de la parapharmacie, des Oui, choses oui, oui, oui. Alors, j'ai essayé le CBD, ça ne m'a pas fait grand-chose. Vraiment, je ne vois pas l'effet. Et surtout, alors le CBD, alors ici c'est illégal. Oui, oui, tu m'as dit, oui. Ouais, il faut le passer en douce à la douane. J'ai pas, quand je suis allé les 2 fois où je suis allé en France, et j'aurais pu en acheter plein et essayer de le passer, mais j'étais un peu embêté avec ça. Je préfère passer des pièces pour mon bateau, c'est plus sûr, quitte à se faire prendre. Et, voilà. Mais j'ai un voisin sur le mouillage, là, ici, j'ai un voisin qui en avait et qui m'en a donné un flacon, donc j'ai essayé. J'ai pas vraiment vu d'effet et surtout, ça me laisse le goût, quand on met quelques gouttes sous la langue, le goût est pas du tout gênant, mais le lendemain, j'ai un goût désagréable dans la bouche. Et je me souviens alors, zut, comment elle s'appelle? Je vois son visage. Bon, bref, elle nous regarde peut-être en ce moment, une des malades de Birdshot qui fait partie de l'association, là, et qui disait la même chose que moi. Quand elle a dit ça, je me suis complètement retrouvé dans ce qu'elle disait. Le goût, le lendemain, est vraiment désagréable. Donc, j'ai arrêté le CBD. D'accord. Ce que je prends régulièrement, parce que ça, j'en ai entendu parler depuis déjà longtemps, c'est du curcuma. Alors ici, le curcuma, tu fais tomber une épluchure par terre, un mois après, tu as un plant qui pousse. Hein. Ici, c'est un pays propice à faire pousser du curcuma. Et voilà. Donc, aussi bien à Nouméa qu'à Tahiti. À Tahiti, je connaissais déjà ça et j'en mangeais. Donc, je mangeais du curcuma, je mettais du curcuma frais. Je me fais souvent un jus de fruits le matin. Je presse des fruits et je passais dans la machine aussi une petite pousse de curcuma. Un inconvénient tout bête, c'est que ça fait les doigts jaunes pour la journée. Oui, oui, Donc finalement, je suis passé aux gélules. Donc, je oui. suis devenu un homme moderne depuis peu. Et donc voilà, je prends du curcuma et dans les gélules, en plus, je crois qu'il est, je crois savoir qu'il est associé à du poivre et qu'il est mieux assimilé dans l'intestin grêle avec du poivre que tout seul. Voilà. Donc je prends, voilà ce que je fais. Je peux Ok. pas dire que ça ait un effet
complètement visible, ça me dérange pas d'en prendre. J'y crois, je me raccroche un peu à ça. Il y a peut-être un petit effet placebo en plus qui est pas mal. Il y a beaucoup de pays, toi qui as voyagé un peu partout, il y a beaucoup de pays où on traite avec le curcuma. Tous les pays asiatiques. Oui, euh, oui. et, En Inde, le cancer colorectal n'existe pas en Inde. Et on a montré que c'est parce que de leur naissance jusqu'à leur mort, ils bouffent du curcuma. Hein, et donc, c'est clair. c'est un problème qu'ils n'ont pas. Donc, Mais ça, moi, c'est ce que j'appelle des traitements fil rouge, si tu veux. On prend ça oui, toute l'année, ça aide. Encore c'est une ça. fois, ça ne peut qu'aider et ça ne peut qu'apporter un plus. Et bien entendu, et tu as eu raison dans ta façon de le prendre, tu dis j'y crois. Bah oui, effectivement, il Oui, faut y voilà, croire. voilà. Hein, je C'est parle ça. souvent de l'effet placebo, j'ai même écrit des trucs là-dessus parce que Oui, ouais, l'effet placebo, c'est incroyable comme truc. Donc c'est dommage de ne ouais, pas en bénéficier. ouais, Hein, si on absolument. commence à se dire, c'est comme récemment, là, cet après-midi, j'écrivais à un malade qui disait voilà, je vais prendre tel produit, quels sont les effets indésirables? Puis on s'en fout des effets indésirables, c'est pas le problème des effets indésirables. C'est on prend un traitement, on le prend. Après, peut-être que vous aurez des effets indésirables, mais pour l'instant, on ne le prend pas pour avoir des effets indésirables. Donc on s'en fout. Le traitement que l'on prend, c'est pour aller mieux. C'est Alors c'est ça. facile à dire, mais vous pouvez me croire, j'ai essayé tous les traitements, donc je peux me Oui, permettre d'en oui, oui. parler. Oui, oui. Euh, oui, ça c'est vachement important. Par contre, ce que tu disais tout à l'heure, faire lire la liste des trucs à quelqu'un, oui, ça c'est important parce que derrière, toi, tu peux dire, tiens, moi, je ressens ça, et là, il peut Oui, te dire, oui, t'inquiète pas, ça fait partie des ça effets, fait partie. etc. Hein, Oui, qu'il n'y ait pas de absolument. soucis non plus. Hein, il faut rester aussi le plus sécurisé possible. Hein, il ne faut pas non Tout plus à faire fait. n'importe quoi, c'est évident. Ouais, ouais. En plus que les traitements que l'on prend, ce sont des traitements qui sont relativement délétères quand même. Hein, donc, il faut faire gaffe quand même à sa santé, on n'en a qu'une. Hein, et elle est Ouais. précieuse. On va passer maintenant avec la vie avec les birdshot. Qu'est-ce qui a changé pour toi dans ta vie sociale, dirons-nous, avec ton birdshot, ton rapport avec les Ouais. gens, les rapports des gens avec toi, qu'est-ce qui a Bon, changé? donc, oui, donc la fin de mon boulot, ma révocation de la société, c'est pas 100% à cause du birdshot, mais c'est à mettre dans la liste. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, Mon entourage, les gens sont pleins de compassion. Ça c'est formidable et presque un peu trop. C'est-à-dire que moi, j'arrive à l'oublier, mon birdshot, et de temps en temps, je croise quelqu'un que j'ai pas vu depuis un certain temps qui me dit alors tes yeux, comment ça va? Et hop, ça me remet sur le fait que je suis malade des yeux. Effectivement, tu parles souvent des maladies handicapantes qui ne se voient pas. Ben, ça ne se voit pas. J'aurais pas le birdshot, je porterais quand même ces lunettes. Hein. Je veux dire, j'ai un peu de presbytie et d'astigmatie, donc voilà quoi. Et puis, Exactement. tout le monde porte des lunettes. Hein. Je veux dire, ça n'a rien d'étonnant. Donc voilà, donc beaucoup, beaucoup de compassion autour de moi. Ça, c'est sympa. Quand j'explique, enfin, j'ai expliqué, parce que maintenant, il n'y a plus personne à qui j'ai à le dire, mais que j'avais une maladie rare et qu'on ne savait pas très bien comment la traiter et que j'allais finir mes jours avec cette maladie parce qu'elle ne me quittera pas. Les gens sont là, sont adorables. Enfin, ils sont plein de compassion et désolés pour moi. Donc ça, c'est plutôt sympa. Enfin, j'ai pas de voilà. Ce que ça a changé, c'est que là, depuis le mois de juillet où je ne travaille plus, j'ai cherché à. Alors Dieu merci, mes enfants sont sortis de. J'ai trois fils et tous les trois, à part l'aîné qui a fait des études longues, enfin il vient de terminer ses études longues, il cherche du boulot, il galère un petit peu, mais j'ai beaucoup moins à les soutenir financièrement, donc je peux me permettre avec ma retraite de la Marine nationale de vivre sans travailler. C'est un peu limite, mais ça passe. Et donc, ce que ça a changé, c'est que je me suis dit que j'allais pas arrêter de bosser maintenant. Enfin, moi, je me sens pas du tout. Mon père est mort à 71 ans, il travaillait encore. Hein. C'est un peu un truc familial. Et donc, j'ai eu une opportunité de me relancer sur la création d'une entreprise, un truc vraiment bien, enfin, qui va marcher en Nouvelle-Calédonie. Et mes rechutes récentes me mettent une barrière pour ça. Parce que être chef d'entreprise, c'est quelque chose de stressant. Que mes yeux, c'est aléatoire. C'est-à-dire que je pensais en être sorti. Là, je prends plus de cortisone orale. Je vais en reprendre. Hein, j'attends un protocole. Là. Il y a des médecins qui sont en train de réfléchir sur comment je vais redémarrer ça. Et donc, me relancer dans une aventure, création d'entreprise, embauche de personnel, etc. Euh, il y a un mois, j'y croyais encore, là, j'y crois plus.
Donc, je faisais ça en association avec une société anglaise, avec quelqu'un ici qui représente une société anglaise. C'était une boîte pour fabriquer des bateaux, un type de bateau qu'il n'y a pas ici. Donc, vraiment, je repartais pour au moins 5 ans à fond, hein, à fond, à fond. Et mon récent passage, ça date du 14 février, donc c'est tout récent à l'hôpital où donc j'ai une confirmation de ma rechute à gauche. Je jette l'éponge. Et j'ai trouvé quelqu'un pour. Donc j'ai cherché, je ne voulais pas laisser tomber l'associé. Et j'ai trouvé quelqu'un qui, a priori, peut reprendre le projet à ma place. Voilà. Donc ça, oui, là, c'est tout récent, c'est un changement. Et je pense que je vais définitivement arrêter de travailler maintenant. Alors financièrement, je suis pas à plaindre, hein. Je ne me plains de rien, mais quand on est habitué à gagner quelque chose et que d'un seul coup on se retrouve avec la moitié, même si cette moitié est tout à fait suffisante pour vivre, c'est une adaptation. Voilà. C'est sûr. J'entretiens deux bateaux, il va falloir que je me sépare d'un des deux. C'est pas grave, hein, c'est pas des choses très graves, mais il y a 15 jours, c'était pas encore acté. Voilà, mais là, ça va le faire. Après, Donc, ça, après c'est lié à la maladie. Bah ouais, après, tu as pu l'entendre lors des précédents lives. Euh, le malade est obligé de développer un certain carpe diem, quoi, en disant, voilà, on ne sait pas demain de quoi ça sera fait, donc oui, il faut aussi profiter du jour même. Oui. Donc, Oui. c'est vrai que des projets qui sont à voir sur le long terme sont forcément un peu plus complexes. Et voilà, c'est une problématique, hein, c'est non négligeable. Et le rapport que toi, par rapport à ta famille, à tes enfants, tiens, par exemple, est-ce que ils ont changé un peu? Est-ce que 2 de mes 3 garçons sont en France, donc je les vois très 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 peu. On a des contacts comme, comme là à travers de la vidéo. Et puis le petit dernier qui a quand même 23 ans et qui a monté sa boîte et qui est à Nouméa, on se voit. Par contre là, on se voit très très régulièrement. Ils ont, voilà, c'est pareil, ils ont beaucoup de compassion pour moi. Et en même temps, comme ils m'ont connu pas malade, ils me poussent, enfin le petit dernier, il me pousse un peu, c'est-à-dire que de temps en temps, il me demande de faire des choses, et je lui dis, mais c'est pas si évident que ça. Hein, je sais pas, moi, c'est principalement les lectures de notices ou de choses comme ça qui sont écrites tout petit. Il oublie que je suis malade, donc et je lui rends le truc en lui disant non, non, je peux pas, c'est toi qui vas lire ce truc-là parce que moi, j'y arrive pas. Ou ouais, ouais, dans le bricolage, des choses comme ça peut. Du coup, je suis un peu. Il devient plus fort que moi. Bon, bah voilà. ouais, C'est ils pas vont pas ça. te laisser te couper un doigt quand même. Non, 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 non. Non, Alors, là, ce que ça change, ce qui change, alors, bon, j'ai fait 22 ans dans la Marine nationale et à 42 ans, j'étais retraité. Et j'avais un rêve qui était de naviguer. Il se trouve que ma dernière affectation a été Tahiti. C'était pas du tout un truc calculé. Ça s'est posé comme ça à la dernière minute. J'avais commencé la construction de mon bateau. J'habitais à Nîmes et on a déménagé le bateau sur un cargo. J'ai fini la construction à Tahiti. Et quand j'en ai terminé définitivement avec la Marine nationale, on est parti. Donc j'avais 45 ans à ce moment-là. On est parti quand même 3 ans naviguer en famille dans toutes les îles polynésiennes. Alors, les gens ne se rendent pas compte, mais la Polynésie française, c'est grand comme l'Europe. Donc il y avait de quoi faire et on n'a pas tout vu. Mais j'ai passé 3 ans de rêve, j'ai envie de dire. J'ai accompli le rêve de ma vie. Qu'est-ce que j'ai bien fait de le faire à ce moment-là? Mais ouais. j'imagine pas. Et aujourd'hui, qu'en est-il? Aujourd'hui, donc, je décide de plus travailler, donc je vais vendre un de mes 2 bateaux et avec l'autre, j'ai envie de naviguer. Est-ce que je vais pouvoir? C'est ça, Ça, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais capable de refaire ces 3 ans comme ça de navigation? Alors, j'ai clairement un handicap pour approcher des côtes et voir découvrir des endroits que je ne connais pas, où il y a des balises, où il y a des récifs, où il y a des choses comme ça. Clairement, aujourd'hui, quand je me balade, le lagon à Nouméa est très grand. Je le connais à proximité de Nouméa, je le connais comme ma poche, donc je sais pertinemment qu'il ne faut pas aller là ou là parce qu'il y a des cailloux et qui ne sont pas toujours balisés. Hein. Il y a une balise générale pour dire que l'ensemble derrière est mauvais, mais on peut s'y risquer si on voit clair. Mais quand on ne voit pas bien, on n'y va pas. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Et moi, j'avais l'intention de repartir. Hein. J'ai un copain qui a plus de 80 ans qui navigue en solitaire assez régulièrement assez loin de Nouméa, dans le lagon, mais toujours assez loin. Est-ce que je vais pouvoir faire ça? J'en sais rien. Pour l'instant, c'est un peu compromis. Hein. Voilà. Tu vas voir comment ça se passe avec les traitements qui viennent, quoi.
si ma vue se stabilise, si je passe pas ma vie à rechuter, c'est envisageable. Mais après, naviguer au long cours, si on doit s'injecter de l'Humira tous les 14 jours, je m'approvisionne comment? Ouais, Est-ce que je peux acheter un stock d'Humira que je mets dans mon frigo? Et si mon frigo tombe en panne, comment on fait? Enfin voilà, voilà, tout ça, c'est plein d'interrogations. c'est clair, On c'est vit, une on vit très problématique. bien. Ouais. On vit très bien si on navigue pas au long cours. Hein. J'en suis conscient, mais j'aimerais bien repartir quand même. Et ouais, t'as ça dans le Mais sang, bon, de toute façon. oui, j'ai ça dans le sang. J'ai ça. J'ai travaillé pour ça. Alors Ben oui, heureusement, j'ai pu le faire pendant exactement. 3 ans, mais j'aimerais bien, j'aimerais bien continuer un petit peu. C'est clair. Voilà. Bon, après, Alors, je sais que maintenant la que Nouvelle... Pardon. oui, vas-y. Alors, je sais que la Nouvelle-Calédonie, c'est la France sans être la France, mais c'est la France, mais pas la France. Au niveau du système de santé, est-ce que c'est très équivalent? Est-ce que vous avez une prise en charge en ALD à 100% également de ton côté? Comment ça Oui, fonctionne? oui. Ça, j'ai aucun problème. Donc, la sécurité sociale ici s'appelle CAFAT. On cotise. La CAFAT est déficitaire. Donc, tout ça, ça ressemble vraiment à la France. Les médecins sont des médecins métropolitains. Je ne connais pas ou quasiment pas de médecins autochtones, hein, ni Kanak, ni Caldoche. Enfin, il y en a, hein, mais en tout cas, dans les spécialistes que je consulte, on est en déficit de médecins. Donc là, on n'échappe pas. Hein, c'est pareil. Hein. Voilà, l'interniste qui me suit à l'hôpital, elle est en congé maternité. Les deux autres internistes, ils sont overbookés, ils m'ont même pas vu. Et on appelle Cochin enfin l'ophtalmo qui me suit m'appelle Cochin pour savoir quoi m'administrer comme quantité de cortisone et sur combien de temps et avec quel protocole. Voilà. Bon, Ok. on fait avec. Ouais. Alors, pour en finir gentiment, comment tu vois ton futur, toi, avec la maladie, alors? Donc voilà, bah, le futur, je le décide là depuis très très peu de jours. Je travaille plus. Je vais essayer de naviguer un petit peu et puis on va voir. Alors je vis tout seul maintenant, hein, donc je suis complètement séparé de ma femme. On s'entend bien, mais pour autant on vit plus ensemble. J'imagine que je vais peut-être rencontrer quelqu'un qui m'aidera si voilà. Donc ça c'est une possibilité. Mais tout seul c'est un peu compromis. Un peu Ouais, compromis. Je ne dis pas c'est que je n'y sûr. arriverai pas, mais c'est plus compliqué. Tu es à quel endroit, toi, à Nouméa? Il y a un port à Nouméa il y a un nom particulier? Alors, Nouméa, c'est une presqu'île qui est jalonnée de baies et de petits caps. Et donc, je suis dans ce qu'on appelle la baie de l'Orphelinat, qui est donc c'est une presqu'île qui va du nord au sud, les quartiers sud étant les quartiers assez chics. Et je suis dans une baie du sud. Il y a quelques années, on pensait peut-être acheter une maison. On a vendu notre maison en France, mais c'est compliqué, c'est très très cher. Donc, je vais vous dire un truc incroyable. Nouméa fait partie des 20 villes les plus chères au monde. Les prix de l'immobilier à Nouméa sont comparables à ceux de New York. Ouais, ça, c'est un truc C'est de dingue. dingue. C'est un truc incroyable. Donc, d'où l'existence du deuxième bateau, celui sur lequel je suis, qui s'appelle Bula Bula, ça veut dire bonjour en fidjien. Et donc, on a renoncé à acheter une maison et on a acheté un bateau plus confortable qui nous permettait de vivre à 5 dans ces fameux quartiers sud. Et je suis à peu près à 500 mètres des lycées, des collèges et lycées où mes enfants ont fait leurs études. Donc voilà, c'est super confort. Honnêtement, enfin bon, j'aime ça, j'aime vivre sur un bateau. Je suis vraiment très très bien. Ce catamaran est grand. Hein, vous voyez la cuisine, les placards de la cuisine derrière moi. C'est vraiment tout confort. Voilà. Le petit truc, c'est quand il y a des cyclones ou des coups de vent d'ouest, on Ouais. ne peut pas rester là où je suis. Ça a été le cas il y a quelques jours, là, il y a une dizaine de jours, on a eu un cyclone qui est passé au large. Il a fait des ravages en Nouvelle-Zélande. Hein, on en a peut-être parlé aux infos en France. J'ai pas Il est entendu, passé, le cyclone Gabriel est passé sur nous juste avant, il était moins intense en Nouvelle-Calédonie qu'il ne l'a été en Nouvelle-Zélande. Et j'ai actuellement un moteur en panne et j'ai dû rester sur mon corps mort. Donc je ne suis pas dans un port, je suis au mouillage. Ça s'est bien passé. bon, Il n'y a c'est pas le de bons principal. marins, il y a des vieux marins, j'ai survécu. Donc voilà, donc ça s'est bien passé. Et non, la vie à bord d'un bateau à Nouméa, elle est vraiment, vraiment agréable. Enfin, Oui, il y a pire a priori. Il y a pire. Oui. oui, complètement, complètement. Voilà. Ouais. Alors Bon, si, tiens, très bien. Oui. tu parles de ma vie, ben, je m'investis dans j'ai pas attendu d'être malade pour ça, mais je suis dans plusieurs associations. Je m'occupe de plusieurs associations. Et là, il y a une association qui est en train de se monter pour régler
pour régenter les corps morts qui sont un peu posés de manière sauvage. J'en suis un exemple. Hein. Tu arrives à Nouméa, tu peux mettre un corps mort où tu veux. Le port autonome tolère ça. Mais aujourd'hui, la mairie demande à ce que ça soit réglé. Et donc, je suis dans une association qui va proposer une gestion des bateaux et des corps morts à Nouméa. Voilà, l'associatif, c'est pas mal. Ça, Oui, on a souvent des copains, on a aussi un peu d'adversité, toujours. Hein, oui, mais oui. l'associatif, ça permet d'être actif et de se Et sentir de utile. servir. Voilà, Et de exactement. servir à quelque chose. Voilà. Voilà, c'est Hein, exactement c'est ça. vrai. C'est vachement important. Voilà. Alors, je vais te poser la dernière question, la question habituelle à laquelle je pose, mais qui a un goût un peu particulier, parce qu'aujourd'hui, on a accueilli de nouveaux Birdshot. Quel conseil tu donnerais aux 2 nouveaux Birdshot, ou qu'est-ce que tu dirais aux 2 Birdshot qui viennent d'arriver, d'après Alors, ton expérience? le conseil numéro un, en gros et gras, c'est de rencontrer toutes tes publications, c'est-à-dire de lire tout ce que tu as fait. Ça, c'est essentiel. Franchement, de tous les médecins que j'ai vus, j'en ai pas rencontré un qui avait un discours complet, si tu veux. Donc voilà. Et j'ai même imprimé ton dernier livret et je l'ai donné à l'ophtalmo à l'hôpital. Elle était Ah ouais, ravie ouais. oui, et oui, oui. Parce qu'elle connaît, évidemment, elle a fait des études, elle a entendu parler du workshop, mais elle n'a pas eu de patient à part moi. Donc le petit livret que tu as fait, je l'ai imprimé, je lui ai donné, relié et je lui ai donné, elle était ravie. Voilà. Oui, oui, mais Euh, il y a pas mal. Il y a pas mal d'ophtalmos qui l'ont également. D'ailleurs, si votre ophtalmo l'a, bah, vous pouvez enfin, ne l'a pas ou souhaiterait éventuellement avoir plus d'informations, bah, si vous demandez son email, puis vous lui balancez, puis comme ça, il y aura toutes les voilà. infos. Ce sera Moi, parfait. je suis arrivé comme je changeais d'ophtalmo parce que le précédent est rentré en métropole. Je suis arrivé avec un cadeau. Ici, on a les Kanaks font la coutume. C'est-à-dire que quand on va dans une tribu Kanak, on apporte quelque chose. Il y a une coutume. On est humble, etc. Enfin, moi, il y a tout un protocole. Et je suis arrivé à l'hôpital, j'ai le médecin avec donc le petit le document et c'était une sorte de coutume. Elle a rigolé, elle a compris de quoi je voulais parler. Bon, voilà. Donc ça, c'est le conseil vraiment essentiel. L'autre conseil, je dirais que, alors après, c'est tellement personnel. J'essaye j'en parle évidemment hein, de ma maladie. Et je te dis, en retour, j'ai de la compassion. Je dirais d'essayer d'un peu l'oublier. C'est-à-dire, c'est compliqué. Elle a vu, on se réveille le matin et tous les matins, on constate qu'on a un birdshot. Euh, c'est d'essayer. Alors, chez moi, c'est assez naturel hein, de vivre avec, voilà, de faire en sorte que c'est comme ça. C'est un peu une fatalité. On lutte contre, mais malgré tout, essayer de l'oublier un petit peu, de C'est rester vrai qu'on dit toujours actif. travailler sur la résilience, et c'est toujours difficile de travailler Voilà. sur la résilience. Non, c'est pas un but à atteindre la résilience. Je pense que c'est une conséquence d'un état d'esprit. C'est-à-dire que si Oui, on reste actif, qu'on n'est pas là à se regarder dans la glace en disant oh, j'ai un birdshot, je suis malheureux, la résilience elle vient parce qu'elle vient de fait. Et encore plus là dans mon cas, donc j'arrête de travailler et je ne vais pas rester à me morfondre et à attendre que le temps passe. Donc la résilience c'est ça, c'est d'être actif en fait. Voilà. Et puis on trouve une voie, on trouve quelque chose à faire. Voilà. c'est clair. Ok, ben merci infiniment Marc pour ce témoignage qui était super intéressant C'était un plaisir. C'était un plaisir. et ben, original. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours l'occasion. Alors là, la vive Internet, vive la vidéo, on peut le dire clairement. Hein, c'est vrai, s'il avait fallu venir jusqu'à la porte pour t'interviewer, ça aurait été hein, la planète nous aurait voulu à mort en plus avec le Oui, taux de oui, sodium oui. clé. Ça aurait pas été top. Donc, Ouais. merci infiniment. Merci à toi de nous avoir reçus. Euh, je vais te souhaiter déjà une excellente journée pour toi, Oui, alors que nous, elle on va se démarre, coucher. Bien ça y entendu. est, c'est Hein, parti. donc, on est en plein décalage. Le prochain live qui est programmé pour l'instant, ça sera le 9 mars. Ça sera donc avec notre sophrologue Nathalie Bedard, qui vous parlera donc peut-être de résilience, etc., du moins de techniques pour essayer de calmer ces angoisses et ces phobies qui ont pu se développer chez certains et pas chez d'autres. Là encore, nous sommes totalement inégaux devant cet état de fait. Je vais le mettre, tiens, voilà, tac, vive la technique, voilà, C'est c'est marqué magnifique. en dessous. Et
Ouais, c'est beau la technique. Ah ouais, En attendant, je vais vous souhaiter une excellente soirée pour ceux qui sont en soirée. Remercier ceux qui ont été en direct live avec nous et remercier ceux qui seront très nombreux, eux, ça j'en suis sûr, qui nous verront en replay parce que c'est surtout là que ça se joue. N'oubliez pas de vous soigner correctement. Prenez bien soin de vous. Passez une excellente soirée, un bon week-end. Toi également, passe une bonne nuit et puis passe un bon week-end. Et puis, on se tient au courant de l'ensemble des événements. Merci beaucoup, Marc. À très bientôt. Au revoir. Merci Sylvain. Au revoir. Au revoir à tous. À bientôt.